d'impôt de 66 milliards. Alors, pareil aussi, pour que vous ayez aussi un ordre d'idée, combien est-ce qu'on rembourse tous les ans, hein? On rembourse tous les ans environ 45 milliards d'euros depuis 1978. Hein. Donc ça représente, cette somme-là par rapport au budget de l'État, enfin, par rapport au budget disons 2011, hein, ça représentait 15% du budget de l'État. Et globalement, c'est quoi? C'est le deuxième secteur dans les budgets de l'État. Premier budget, c'est l'éducation nationale. Deuxième budget, c'est le remboursement de la dette. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, à peu près l'ordre de grandeur, c'est 45 milliards. Le paiement des intérêts de la dette. Oui, des intérêts de la dette. Le paiement des intérêts de la dette. Vous avez raison. Voilà. Donc, ça représente les 45 milliards. Rien que déjà, avec les niches fiscales, on a déjà plus que les intérêts de la dette. Rien qu'avec celui-là. Mais bon, on n'a pas fini. Alors ensuite, on a la fraude fiscale. Alors là, les chiffres varient beaucoup, ça va dépendre des sources. Hein. Donc là, pour Sud Solitaire, ils estimaient, dans la fraude, ils mettaient 45 milliards. J'ai d'autres chiffres qui varient en fonction des sources, enfin, comment on cumule, hein, parce que les chiffres, c'est une dimension scientifique, parce que c'est précis. Hein. 1 plus 1 égale 2, mais en même temps, ça dépend comment on cumule, qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Hein. Alors par exemple, j'ai d'autres chiffres qui font varier, donc du coup, c'est par là. Parce que dans la fraude fiscale, on peut se limiter donc uniquement à la fraude, mais ça on rajoute en plus après l'évasion fiscale via les paradis fiscaux, on arrive à des sommes beaucoup plus importantes. Alors, une autre source par rapport à ça, donc là ça fait varier, du coup ça ferait l'évasion fiscale à 40 milliards, le fraude sur l'impôt sur le revenu 15 à 19 milliards. Donc rien que l'évasion fiscale, déjà 40 milliards. Pour le petit billet, je ne sais pas si vous avez vu l'entrée. Donc là, leur évaluation, elle tourne autour de 60, mais elle cumule effectivement les différentes. Et la fraude, non, là c'est juste. Voilà, là c'est juste l'évasion. Voilà, pardon. De toute façon, c'est toujours un peu la même fourchette. C'est juste pour que vous ayez un peu des ordres de grandeur, c'est ça l'idée. On estime ensuite fraude à l'impôt sur les sociétés. Donc je vous disais, 40 milliards d'évasion fiscale, fraude sur les revenus 15 à 19, fraude sur les impôts sur les sociétés de 23 à 32 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'il y a encore, pareil, beaucoup de marge. Là c'est la fraude, c'est même pas, on pourrait augmenter les impôts sur les sociétés, ça c'est un débat. Hein. On estime d'ailleurs que les transnationales comme Total payent 8% sur les bénéfices, alors que la majorité des autres PME et autres sont plutôt autour de 13 et 30 selon les systèmes. En tout cas, vous voyez, c'est plus du double en tout cas des autres. Donc pourquoi est-ce qu'elles payent moins, les plus grosses multinationales que les plus petites? C'est que les plus grosses multinationales, elles s'appuient justement sur ce qu'on appelle les prix de transfert. Elles disent on ne fait pas de bénéfices parce qu'elles vont mettre leurs bénéfices dans les filiales qui les arrangent à l'étranger. Et donc, grâce à ces mécanismes-là, elles parviennent justement à diminuer les impôts. Sans parler du fait qu'il y a plein d'argent qu'elles ne déclarent pas, il suffit qu'elles sur des filiales dans les paradis fiscaux, ça renforce encore les éléments. Donc finalement, plus vous êtes riche, moins vous payez, c'est pareil, en proportion. Alors ça devrait être l'inverse. Et voilà. Alors ensuite, fraude à la TVA, environ 10 milliards. Hein. Alors donc si on cumule tout ce que je vous ai dit, on arrive à 88 milliards par an de différentes fraudes. L'évasion fiscale plus les fraudes. Alors, donc là on est déjà à 2 fois le remboursement du taux d'intérêt, enfin, le remboursement des intérêts de la dette annuelle. Voilà. Donc rien que déjà lutter contre la fraude, c'est pas que Cahuzac la fraude, hein. Ça comme ça c'est très riche, mais c'est beaucoup plus large que ça. Voilà. Alors, sinon, si on continue le petit tableau, vous voyez, vous arrivez à voir dessus un peu. Vous voyez les gros chiffres, je ne sais pas si vous voyez en blanc, vous arrivez à lire. Bon, c'est pas très important, mais. Voilà, c'est juste pour avoir un ordre d'idée, hein, c'est pas. Voilà. Donc, impôt sur le revenu. Donc là, la fourchette, hein, on est à 15 milliards sur ce dessin-là. Impôt sur la fortune, 2 milliards. Voilà, ça dépend toujours, on peut couper en petits morceaux de moment. Voilà, là, le fourchette est donc 92 milliards. Ça, c'est la baisse donc décidée par le gouvernement Sarkozy et Fillon entre 2010 et 2011.
et donc diminution des rentrées fiscales. Deuxième cause de ces déficits, c'était donc le déficit de la Sécu, 18 milliards, et donc là, une des causes, c'est les exonérations patronales de charges sociales, 30 milliards, qui contribuent aussi à l'ONU. Voilà. Donc, si on fait le bilan de ces deux colonnes, on a d'un côté, on a perdu 158 milliards, alors là c'est même en plus sur ce qui aurait pu être, disons, taxé en plus par rapport aux entreprises en particulier, et puis le déficit 2011 de 110 milliards. Donc là on voit clairement, rien qu'avec ce facteur-là, il y a d'autres facteurs qu'on va voir tout à l'heure, rien qu'avec ce facteur-là, on voit qu'il y a quand même vraiment un choix politique de diminuer la dette, enfin de diminuer, disons, pas la dette, de la faire croître justement, mais en diminuant les recettes, et du coup ça augmente la dette de l'État. Voilà. Ça c'est la première cause. Enfin, la première. Après, ils ne sont pas d'accord, de toute façon, les économistes entre eux, sur est-ce que la première cause justement c'est cette baisse des prélèvements, ou est-ce que c'est plutôt la privatisation et la création monétaire qu'on va aborder maintenant. Alors, est-ce que là j'ai un petit tableau? Oui, non, c'est pas. Je vais descendre un peu. Voilà. Là, on a donc, il y a plusieurs moyens pour enlever ce tableau-là. Voilà. Alors, avant de regarder le tableau et d'expliquer, je vais essayer de vous expliquer de façon simple quel est le mécanisme de la création monétaire. Alors, en France, depuis 1973, mais ça a commencé en fait encore plus tôt, il y a eu autrefois, le principe classique, c'était quand un État a besoin d'emprunter pour pouvoir investir ou autre, il empruntait à sa banque, à une banque publique, la Banque de France. Voilà. Donc ça, c'était toujours été comme ça, jusqu'à Napoléon, et qui a besoin de financement pour faire son coup d'État. Et donc il a proposé, il a négocié avec un financier privé à l'époque, il a dit bon, si tu veux, tu me prêtes de l'argent, et en échange, quand moi j'aurai conquis le pouvoir, je privatiserai la création monétaire. Alors ça veut dire quoi? Ça c'est le mécanisme qui s'est fait donc, sous Napoléon. Ça a changé après, ça s'est revenu en arrière un certain temps, et puis c'est avec De Gaulle est revenu en arrière donc, en 1945, après la guerre je suppose, et puis en 1973, ça a été privatisé à nouveau, cette création monétaire. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça consiste. Ben voilà, ce que j'expliquais, c'est que quand un État veut investir, il va donc voir sa banque, et il demande de l'argent. Sauf que depuis, en tout cas à l'époque de Napoléon, et maintenant à nouveau, en tout cas en France, depuis 1973, c'est interdit, un État n'a plus le droit d'aller voir une banque publique, donc la Banque de France, pour emprunter. Il doit aller voir une banque privée. Voilà. On pourrait dire, bon, où est le problème? Oui, mais pourquoi en fait? Comment? Alors je vais le dire après, mais je vais essayer d'expliquer déjà le mécanisme. Et après on verra pourquoi. Parce que c'est compliqué à comprendre pour. Ben, il y a beaucoup de gens qui disent, ça m'est déjà arrivé de faire des conférences sur le sujet. Bon, il y a beaucoup de gens, on leur explique, ils disent mais c'est magique, comment ça se fait, comment c'est possible? Il faut essayer d'expliquer simplement. J'ai expliqué plusieurs fois jusqu'à ce que tout le monde comprenne simplement. Si jamais j'y arrive pas, vous m'aiderez. Voilà. Donc l'État va voir une banque privée et emprunte de l'argent. Le problème, jusque-là, bon, il y a rien, ce ne serait pas forcément un problème, sauf qu'il y a déjà un premier problème, c'est que quand on va voir une banque privée qui emprunte de l'argent, à qui on rembourse des intérêts, taux d'intérêt, on les rembourse à la banque privée. Donc du coup, elle s'enrichit. Ça c'est déjà un premier problème, alors que si vous aviez emprunté à la banque publique, vous auriez remboursé à qui? Vous auriez remboursé à la banque publique. Et du coup, la banque publique c'est qui? C'est l'État, c'est nous. Donc on se rembourse à nous-mêmes. Donc c'est un petit peu comme si en fait il n'y avait pas de taux d'intérêt. D'ailleurs, ils peuvent être très bas les taux d'intérêt, parce que c'est un peu simple.
pas complètement symbolique, mais un petit peu quand même. C'est ça quand même la grosse différence, il n'y a pas que ça, il y a un deuxième élément. Le premier élément, c'est ça, c'est la question, c'est qu'on rembourse d'un côté au public, ou de l'autre au privé, donc le privé s'enrichit. C'est le premier élément. Mais comme ça suffisait pas, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de la création monétaire. Ça veut dire qu'une banque, c'est ça qui est plus dur à comprendre, une banque, quand elle a un dans ses coffres, on va dire un lingot d'or, ou disons 1000 euros, et bien elle a le droit d'en prêter 7 à 8 fois plus. En réalité, des fois ça va même beaucoup plus loin, ça va jusqu'à 20 fois plus. Les Goldman Sachs, apparemment, ils allaient jusqu'à 150 ou 200 fois plus. Donc en gros, et puis donc ils vous prêtent, ils ont un dans donc, mais ça c'est légal, on a le droit d'avoir un dans sa banque, un dans ses coffres, donc un lingot d'or, de vous en prêter 7. Pas d'un lingot d'or, ils prennent des lignes de crédit. Mais bon, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ces prêter des lingots d'or, ils ont du mal parce que c'est exactement réel. Sauf que là, c'est des lignes de crédit. Donc c'est concrètement, une banque vient vous voir, enfin, vous allez voir la banque, vous dites je veux 1000 euros, puis il n'y en a que 1000 dans sa banque, dans ses coffres. Mais comme vous êtes 7 à revenir, elle donne 1000 à l'un sur un compte, 1000 à l'autre, donc à la fin elle a produit 7000, c'est des lignes sur un numéro de compte, hein, donc bon, c'est facile, on peut faire à l'infini. Hein. Mais comme à un moment donné, il ne faut pas que ça aille trop loin, la Banque de France interdit, enfin la loi française interdit quand ça se passe plus de 7 fois. En réalité, c'est souvent beaucoup plus. Mais bon, voilà. Et du coup, bon, on pourrait dire, oui, c'est un peu magique, c'est une façon, mais c'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que qui va rembourser? Vous remboursez, donc l'État aussi, va rembourser la banque avec l'argent qu'elle n'avait pas. Hein. Donc, vous voyez, elle fait une deuxième fois la culbute. On a vu une première fois tout à l'heure parce que du coup, on empruntait aux banques privées plutôt qu'aux banques publiques. Mais en plus, cette fois-ci, elle touche des intérêts sur l'argent qu'elle n'a pas. Donc, ça, on pourrait dire, alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est le prix Nobel d'économie Maurice Allais, qui était plutôt de droite d'ailleurs, qui disait que c'était véritablement un vol. Hein. C'était véritablement un vol, et que ça dépasse faire. Alors les profs d'économie, souvent ça ne dérange pas, ils disent oui, c'est bien connu, je vois que c'est un peu branché là-dessus. C'est bien connu, c'est un mécanisme ancien. Oui, mais c'est pas un problème, c'est pas un délit, c'est légal. Hein. Mais c'est un vol légal. Voilà. Mais le problème encore, c'est pas tellement ça, parce que ça c'est plutôt une bonne chose, ce mécanisme-là. Le fait de pouvoir faire de la création monétaire. Si c'est l'État qui le fait, c'est l'État s'enrichit avec. Bon, du coup, la collectivité. Par contre, quand c'est des banques privées qui le font, c'est exactement comme si moi, je vous disais, là j'ai que 1000 euros sur moi, mais à la fin de la conférence, vous venez, je vous prêterai 7000, par contre vous me remboursez avec tout d'intérêt, puis c'est possible très élevé. Donc là, je vais m'enrichir avec l'argent que je n'ai pas, puis là vous me direz qu'on va mettre abusé. Si c'est moi qui le fais, ça va vous sembler abusif. Si c'est une banque, ça paraît c'est un peu ça le paradoxe. Voilà. Donc du coup, si on regarde, on va regarder la courbe. Donc là, la courbe, vous avez la courbe la plus noire. Hein. La courbe la plus noire, c'est le cumul des intérêts depuis 1978. Hein, parce qu'en fait, ça a vraiment commencé ce mécanisme-là, même si la loi est en 73, c'est en 1978 qu'il y a réellement eu l'utilisation du mécanisme. Voilà. Et donc, cumul des intérêts, vous voyez, ça monte régulièrement avec la courbe du dessus, c'est le produit intérieur brut, donc c'est la croissance de la richesse nationale, française. Et donc, on voit que les intérêts augmentent sans arrêt. Hein. Et donc, ils étaient relativement bas à une époque, mais là, ils ont augmenté. On voit qu'ils augmentent aussi plus vite que le produit intérieur brut, parce qu'on ne rembourse pas assez. Voilà. Mais, ça c'est donc Houellebecq qui a essayé de tirer ses conclusions, parce que la difficulté de ce genre de calcul, pour le faire vraiment scientifiquement, c'est que les comptes publics, on donne des grandes lignes, ils ne donnent pas des comptes très précis. Donc, ceci dit, il y a pas mal d'économistes qui ont suivi un peu ces calculs et qui les ont validés. Et donc, si on n'avait pas privatisé la création monétaire, telle qu'elle a été faite, et bien en fait, le niveau de la dette aujourd'hui, hein, c'est la courbe rouge qu'on voit en bas, elle serait vous voyez, je ne sais pas si c'est pourcentage, elle serait à 9% du PIB, alors que là, elle a 78%. Donc ça fait presque 8 fois, presque 10 fois plus important. Donc on voit que cette décision de privatiser la création monétaire, que vous expliqué tout à l'heure,
ça a des conséquences énormes au niveau purement financier. Et le problème, c'est que ce n'est pas juste une conséquence financière, c'est. Bon, là, je ne vais pas trop développer, sinon ça va devenir long, mais juste je vous dis quand même 2 mots là-dessus. Ça serait juste un problème financier, ça coûte très cher, il y a déjà beaucoup. Parce que, ça veut dire concrètement moins d'argent pour l'école, moins d'argent pour les hôpitaux, moins d'argent pour les retraites, etc., etc. Mais en plus de ça, il y a un problème politique. C'est que du coup, qui décide de nos budgets? C'est plus les gouvernements, c'est plus les peuples que vous élisez, c'est plus les peuples qui élisent les gouvernements, c'est les marchés financiers qui décident de nos budgets. Et en particulier, derrière le marché financier, ou avec le marché financier, il y a le FMI. Et donc derrière c'est qui? Le FMI, la Banque mondiale. Qui est-ce qui les gouverne? Officiellement, c'est les États. Mais dans la réalité, c'est surtout les banques, les marchés financiers, qu'on appelle les zinzins. C'est les investisseurs institutionnels qui sont dedans, donc aussi les fonds de pension, ceux qui possèdent vraiment la finance, les finances qui sont à grande échelle. Et donc chaque fois qu'on prend une décision politique, qu'on décide par exemple de diminuer telle chose, tel secteur, d'augmenter, en l'occurrence, si on décide d'augmenter le SMIC par exemple, et les marchés financiers vont dire ah ben non, du coup si vous faites ça, nous ça ne nous plaît pas, on préfère que vous diminuez le taux d'intérêt, etc. Parce que ça les arrange eux. Et donc du coup, ils augmentent le taux d'intérêt et le remboursement de la dette. Donc et du coup, s'ils augmentent le taux d'intérêt, vous voyez bien déjà que c'est bien lourd dans le budget, le deuxième budget de l'État. Si en plus ils augmentent le taux d'intérêt, on coule. Et là, ce qui arrive à la Grèce. Voilà. C'est passé 1500, 1400 milliards d'euros. Si vous dites, si je me trompe pas, là, en 2009, on voit 1489 milliards d'euros, parce que giga-euro, ça veut dire milliards d'euros. Alors qu'en bas, on est à 164 milliards d'euros, à rapporter au montant actuel, qui en 2013, si je ne dis pas de sottise, de 1900 milliards d'euros. Et les 45 milliards la plupart, c'est le remboursement uniquement des intérêts de ce montant. On est bien d'accord, c'est ça. Voilà, je voulais juste repréciser, parce que giga, euro, 1 milliard d'euros, je préfère. C'est pas possible. Voilà. Donc, comme je disais, je parlais du rôle de la Banque mondiale et du FMI. Donc on voit concrètement ce qui arrive à la Grèce aujourd'hui. Donc évidemment, il y a aussi une part, toujours pareil, il y a toujours une part de responsabilité du pays, parce que évidemment, si ils prélevaient plus, en l'occurrence, d'impôts chez les plus riches, au clergé et autres, il y avait moins de fraude, il y aurait moins de problèmes. Mais c'est pas ça le problème de fond, puisqu'on voit que ce qui leur arrive à eux arrive pas à eux, ça arrive aussi à l'Espagne, ça arrive à l'Italie, ça va nous arriver de plus en plus à nous, ça arrive à l'Islande, c'est arrivé, l'Irlande plus ou moins, et donc globalement, avec ce mécanisme de la dette, c'est un mécanisme de domination, et on voit que les pays du Sud, depuis les années 80, leur dette a explosé, parce que ce mécanisme-là, ils l'ont justement mis en œuvre pour expérimenter avec les pays du Sud. Tous les pays du Sud étaient endettés, on leur prêtait de l'argent, mais il fallait rembourser, avec taux d'intérêt très élevé. Le taux d'intérêt, ça va être parfois jusqu'à 20% d'intérêt annuel. Donc vous imaginez, ça fait ce qu'on appelle un boule de neige. Tellement ça va vite, on vous donne 100, très rapidement, la dette augmente tellement vite que vous ne pouvez jamais rembourser. Par exemple, la dette américaine, c'est un peu le même problème. La dette américaine est tellement importante pour même jamais la rembourser. Je ne développe pas pour l'instant, on verra si on débat ça bien. Mais et du coup, c'est les banquiers américains qui dirigent le pays aussi. Sauf que les banquiers américains, ils dirigent un peu le monde en plus. Par exemple, la Banque mondiale a toujours été dirigée par un ancien banquier privé américain. Voilà. Donc ce qui arrive à la banque, ce qui arrive ce qui arrive aux pays du Sud, qui sont dirigés par le FMI, donc par les banques privées derrière, arrive maintenant à la Grèce et arrive progressivement à l'Europe du Sud. Nous, on est au milieu, donc ça va bientôt notre tour, jusqu'à ce qu'à la fin, finalement, tous les pays disons, d'Europe soient sous le diktat des banques, et donc du FMI en particulier, si on ne change pas les choses. Puis après, une fois qu'on aura ces banques auront la mainmise sur les pays d'Europe, évidemment la mainmise sera mangée à la dernière, parce que c'est costaud, elle sera mangée pareil, et après ce sera les États-Unis et autres. Voilà. Donc, on a vu la deuxième cause, on va passer à la troisième cause, donc ça va être plus rapide.
Vous aviez promis de répondre à la question, Ah, alors allez-y. à la question de monsieur. Allez-y. Mais pourquoi on fait ça en 73? Qui a décidé ça? Alors, oui, voilà, qui a décidé ça? Oui, vous savez. Bah, remarque, allez-y, je sais aussi, mais allez-y, lancez le débat, que je ne peux pas le faire. Le président de la République de l'époque, en 73, c'était M. Pompidou. Et Pompidou, c'était un des dirigeants principaux de la banque Rothschild. Et donc, il a imposé, si vous voulez, à la collectivité française de payer des intérêts à une banque privée en interdisant à l'État français. Ça veut aussi dire, évidemment, toutes les collectivités régionales, locales, ne peuvent plus emprunter. Il faut qu'ils prennent une banque privée. Et c'est ça qui fait actuellement, disons que ça a été le départ. Même si les effets sont faits en 79, on nous avait dit, mais c'est Rothschild, en envoyant Pompidou à la présidence française, qui a décidé de faire payer les Français les intérêts de leur propre argent. C'était vraiment le. Oui, vous avez. Mais C'est ça ça. ne répond pas à la question pourquoi. Ah, ben, alors, la question, pourquoi en Ça fait. répond à la question comment. Ah ben, la question pourquoi, on l'a un peu expliqué déjà, mais je peux vous le redire. C'est qu'en fait, l'intérêt numéro 1 pour les banques, c'est qu'il y en a deux. Je vous ai expliqué les deux intérêts de ce mécanisme. C'est que du coup, on n'emprunte plus aux États, on emprunte aux banques privées.